C'est Camille sur Westrack Radio et je viens de sortir de la représentation de Narcisse au Phare. Enfin, nous pourrions dire davantage d'ateliers de création de Narcisse. Et je suis ravie de vous présenter l'artiste derrière cette magnifique œuvre en devenir. Originaire de Basse-Normandie, Marion Motin est une chorégraphe de renommée internationale qui a collaboré avec Stromae, Dua Lipa ou encore Christine and the Queen. Avec son style instinctif et son besoin constant d'expression, elle explore aujourd'hui la profondeur de l'image à travers sa nouvelle création, Narcisse. Dans cette interview, nous discuterons de son processus de création pour cette pièce. Bonjour Marion Motin, quels sont vos ressentis après cette sortie de cette représentation de Narcisse? Et y a-t-il des réactions ou des émotions particulières? Alors déjà c'est un travail en cours, donc c'est pas vraiment une représentation, c'est plutôt montrer les étapes de travail, là où j'en suis, là où on en est. Et, c'est toujours intéressant, même si c'est très jeune là parce que c'est le 4e jour seulement de résidence, de montrer le travail parce que ça permet de se confronter à un regard extérieur. C'est intéressant aussi, je prenais un peu les avis, les retours, les ressentis du public parce que c'est pas la même chose quand on est dedans et quand on est à l'extérieur. C'est toujours très stimulant déjà pour nous d'avoir un public, une audience et de pouvoir échanger avec eux sur comment ils ont pris les choses, de leur expliquer le processus créatif, etc. Enfin, moi c'est des moments que j'adore, parler avec les gens et montrer un peu le travail. Ok, j'ai pu voir ça grâce à votre Instagram aussi. Et j'ai vu aussi dans votre vidéo Instagram que vous évoquez votre processus un peu créatif, qui s'amorce souvent par une musique suivie d'une image. Alors je me demandais qu'est-ce qui a particulièrement nourri votre inspiration pour cette création Narcisse? Tout a commencé, j'étais dans les rues de Londres parce que je préparais un spectacle au Ballet Rambert. Et je marchais, j'adore marcher la nuit dans les villes. Et j'avais de la musique italienne un peu rétro dans les oreilles. Et j'ai des images qui sont arrivées de paillettes, de matières liquides, pailletées, beaucoup de reflets. Et en fait, au fur et à mesure, je me laisse d'abord envahir par la musique et par les images qui viennent. Et ça peut être des images très abstraites, vraiment de la matière, de la couleur. Là, en l'occurrence, c'était beaucoup de glow, de réflexion, de paillettes, etc., de miroirs. Et c'est venu comme ça. Et petit à petit, j'ai nourri la pièce en me laissant aussi, parce que souvent, les pièces, c'est des questionnements que j'ai dans la vie. C'est assez cathartique. Au début, ça s'appelait Old is Gold, parce que je trouvais qu'on ne mettait pas assez en valeur le privilège de prendre de l'âge. Et qu'en fait, arrivé à un certain âge, c'est de l'or en fait, parce que déjà les gens ont une grande expérience et c'est toujours hyper intéressant de parler avec des gens qui ont de l'expérience. Il y a une sagesse qui arrive, et il y a une expérience de la vie, et puis il y a la beauté de l'âge qu'on rejette complètement dans notre société. Donc je voulais parler de ça, et puis au fur et à mesure, ça s'est transformé en Narcisse, parce que je voulais aussi parler des artistes, de l'objectalisation des icônes, des rockstars, de comment en fait on s'accapare l'image de l'autre, qu'on en fait un objet, en oubliant que derrière il y a une vraie personne qui est pleine de troubles parfois ou d'émotions et qui est submergée par plein de choses, mais on oublie la vraie personne qu'il y a derrière. On regarde l'objet, l'image. Donc c'était beaucoup de questionnements sur ça, et au final je me suis dit Narcisse, c'est vraiment Narcisse 2.0 quoi. Aujourd'hui on vit vraiment dans cette société où on se regarde et au final on se ressemble de plus en plus et on fait tous de plus en plus la même chose. Et c'est une obsession. C'est une obsession quoi, et ça partait dans aussi le côté masturbatoire, auto-masturbation sur soi-même. Enfin il y a un truc très tourné vers nous, et voilà, je trouvais que ça correspondait bien à ce mythe. Par rapport à la résidence ici, est-ce qu'elle vous a influencé dans quelque chose et pourquoi aussi vous avez choisi ce lieu pour venir j'ai postulé au CCN du Havre parce que moi je suis de Normandie, je suis de Basse-Normandie, d'Agon-Coutainville. Je suis le travail de Fouad. Et c'est un lieu dans lequel j'ai passé 2 expériences de la DRAC. Donc Fouad, pour rappeler, c'est le directeur du phare, du CCN. Qui est chorégraphe. Et moi j'adore travailler dans ma région, j'adore travailler à côté de la mer, c'est vraiment
quelque chose qui me plaît et dont j'ai besoin. C'est très ressourçant. Ouais, c'est ressourçant, on coupe. Le studio, c'est génial, mais à un moment donné, j'ai besoin de ressortir et d'avoir la mer et les éléments de la nature. Et c'est vrai qu'ici, les conditions sont super. Enfin, il y a la mer à côté, le studio est top. Donc voilà. Ok, et par rapport à l'équipe que vous avez, les 5 interprètes, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du travail ensemble pendant cette résidence et comment ça enrichit cette cohésion d'équipe? Est-ce qu'elle enrichit votre création? Comment ça se passe? Toujours, moi, mes interprètes m'enrichissent énormément parce que ce que j'aime voir sur un plateau, et c'est très personnel, c'est la personnalité des gens. Voir une technique de danse ou des mouvements de danse, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. J'adore la danse, j'adore le mouvement, j'adore la danse en groupe, mais j'ai besoin de sens et j'ai besoin d'incarnation très très fort. Donc je choisis toujours des interprètes avec lesquels je peux vraiment travailler sur l'incarnation, sur la personnalité. Donc c'est des personnalités qui me parlent et qui sont aussi ouvertes et généreuses pour aller chercher dans les bas-fonds de leurs émotions et aller explorer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer, quoi. Après, la danse, c'est un petit milieu quand même, donc je connais tous les interprètes que j'ai et je sais que c'est des super humains et ça, c'est hyper important pour moi aussi parce qu'on part en tournée après, on est en résidence et j'ai besoin que ça se passe humainement bien, qu'on se fasse confiance, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait de la bienveillance, que ce soit une safe place. Surtout là, je parle de choses et je leur demande des choses qui sont intenses. On va explorer des choses très intimes et faut qu'ils se sentent en sécurité. Faut que moi aussi je me sente en sécurité, pas jugée par mes interprètes, mais que je puisse explorer des choses dans la bienveillance de mes interprètes. Et c'est le plus important, c'est ce qui permet de travailler dans des super conditions et de repousser nos limites, quoi. Ouais, d'avoir de la confiance. Ouais. Et par rapport du coup à ce travail, en quoi votre rapport au corps a-t-il façonné un peu cette création, ce début de création dans Narcisse, et comment cette pièce, ce début de pièce interroge la dichotomie entre apparence et authenticité à l'ère de l'égocentrisme, comme vous l'avez dit En fait, j'essaye de travailler le début de la pièce que j'ai pas montré là parce qu'il y avait des enfants. On ouvre la pièce sur 5 personnages qui sont littéralement en train de se faire l'amour à eux-mêmes. Alors c'est pas physiquement littéral, mais je travaille sur l'énergie, sur l'émotion, le ressenti. Et donc, même si c'est pas des gestes sexuels, il peut y en avoir, mais même si c'est pas sexuel visuellement, c'est sexuel et très orgasmique à l'intérieur du corps, et c'est ça que je recherche. C'est même que la gestuelle soit différente d'une masturbation, mais qu'on la ressente. Qu'il y a un désir hyper fort. Ouais, et qu'on soit dans ce désir de soi-même hyper fort, obsessionnel. Et donc, il y a 10 minutes de ça au tout début où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'était intéressant sur les corps de chercher ça, de chercher la tension qu'on a dans le plaisir, la tension du corps, la tension des muscles, des organes, puis le relâchement. Je cherche des gestuels parce que j'ai pas envie de m'enfermer toujours dans la même gestuelle, donc j'explore beaucoup. Et voilà, là, les 3 premiers jours, j'ai exploré des gestuels qui me parlaient, donc des choses plus elfiques et très graphiques, presque kung-fu, un truc hyper rapide de mouvement, très synchronisé, très propre, très presque kung-fu tai-chi, mais elfique en même temps parce que assez onirique, comme un elfe dans la forêt qui fait des formules magiques avec son corps, quoi. Et puis à côté de ça, aujourd'hui, on a travaillé sur la distorsion du corps et comment une souffrance intérieure peut déformer ton corps complètement et ton physique et jusqu'où ça va. Et on a travaillé sur la distorsion et la déformation corporelle, mais qui vient vraiment d'un état de corps très très intérieur. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, on part dans des postures et à un moment donné, ma bouche est grande ouverte et j'arrive pas à la refermer. D'ailleurs, j'avais mal aux mâchoires et je me mets à baver et tout. Enfin, et puis on s'en fout. C'est vraiment à quel point c'était le corps qui parlait vraiment, c'était pas c'est l'émotion, l'âme qui parlait vraiment plus que le corps. L'âme parle tellement qu'elle va déformer le corps et elle va en faire quelque chose de monstrueux ou de complètement distordu. Et c'est à quel point parfois un état intérieur peut abîmer l'image extérieure qu'on donne. Tout à fait. Et par rapport à toutes ces images du coup qui peuvent être parfois, je pense, un peu violentes pour le public, quelles émotions ou quelles réflexions vous souhaitez susciter? J'ai envie d'ouvrir la petite porte intérieure de l'image. C'est quelque chose et c'est très intéressant, c'est un outil qui est passionnant, l'image. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut en jouer, on peut jouer avec l'image, on peut inventer des choses, on peut raconter plein de choses.
mais je pense qu'une image raconte plein de choses intérieures. Et si l'image est vide de sens, elle raconte le vide. Aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à prendre tellement d'images et à se mettre en image tellement facilement, sans rien raconter, juste parce qu'il faut poster là tout de suite et que là, on aimerait bien voir que tout le monde a vu qu'on a mangé dans tel restaurant et qu'on a mangé des crevettes et qu'on s'en fout, en plus. Tout le monde s'en fout. C'est aussi artistiquement, hein, c'est un questionnement aussi d'artiste et d'humain. Et puis cette image qu'on porte, moi je me suis toujours dit, et dans la pièce je joue un peu cette femme qui a un certain âge, parce que j'ai 43 ans et que je vieillis et que j'ai pas beaucoup d'images de femmes vieillissantes dans notre société, c'est assez mal vu. Et j'ai envie d'adorer ça, j'ai envie de m'adorer vieillir, j'ai envie d'être fière de ça, et pas d'être prisonnière d'une image jeune qui ne me correspond plus, ou d'une image vieille qui ne me correspond pas. Et je suis persuadée que si notre intérieur prend largement le dessus, l'image, en fait, elle rayonne et elle parle d'elle-même, et c'est ok si aujourd'hui, t'as l'air un peu plus marqué, mais t'es tellement bien. Moi, je vois des femmes d'un certain âge qui sont tellement bien dans leur peau. Tout à fait, et ça fait la différence. Qu'elles sont belles. Et même des gens plastiquement moins parfaits, qui pourraient même avoir, on pourrait même parfois les traiter de moches, qui sont tellement de bons humains, qui sont bien dans leur peau, il n'y a que de l'amour à l'intérieur, des belles énergies que tu les regardes et tu te dis mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce chakra, ce charisme quoi. Et c'est ce que je défends dans mon métier et dans ma danse, c'est vraiment l'intériorité qui prend le dessus sur l'extériorité. L'image est un traité hyper intéressant et on peut jouer avec, mais attention, n'oublions pas de nourrir l'intérieur quoi. Parce que sans l'âme, l'enveloppe, elle peut plus rien dire quoi. Non. Et du coup, j'imagine que, comme tu as pu dire, qu'il y avait un effet pour toi de reprendre confiance dans ton âge, un peu, d'une certaine façon. Du coup, ça a un effet un peu cathartique, cette pièce, c'est une forme de thérapie, d'exutoire. C'est toujours un petit peu comme ça. De toute façon, la danse est un exutoire. C'est politique, on parle avec notre corps. Et moi, la manière dont je danse avec mes émotions sur le moment. Et ça veut pas dire que c'est dramatique, c'est juste que quand je suis heureuse, je vais avoir une certaine façon de danser. Quand je suis fatiguée, je vais avoir une autre façon de danser. Quand je suis très en colère, je vais avoir une autre façon de danser. Et c'est merveilleux parce qu'à travers l'énergie qu'il y a dans le corps et la corporalité, je peux exulter ces émotions et en faire quelque chose. Et elles viennent pas me bouffer. Et donc ce spectacle, chacun de mes spectacles, c'est un petit peu ça. Et là, ce qui est génial, c'est que je suis dedans et je vais pouvoir me mettre en scène et oser faire des choses que j'oserais peut-être pas faire dans la vie et assumer. Ouais, je trouve ça fort quand t'es entier sur scène et que t'assumes. C'est tellement gratifiant, c'est tellement. Moi, j'ai l'impression de gravir une montagne avec fierté, quoi. Je pense que c'est toujours plus beau à voir aussi quand c'est vraiment imprégné dans la personne. Mais ça change tout, quand c'est incarné, quand c'est imprégné, tu comprends les choses. Et en même temps, c'est un challenge pour moi, parce que c'est compliqué d'être à l'intérieur et à l'extérieur. Mais je pense que ça va me faire beaucoup de bien, au final, de jouer cette pièce. Oui. Ça va me libérer sur plein de choses, des fantasmes que j'ai envie d'être. Je vais pouvoir me fantasmer, me réinventer, et en même temps m'assumer comme je suis, et en même temps juste être ce que je suis, dans l'état dans lequel je suis, et ça c'est salvateur, terriblement. Ouais, c'est une thérapie par l'art. Ouais, complètement. En parlant de ça, de thérapie de l'art, j'aimerais bien faire une petite parenthèse à propos de votre pièce The Last Call, qui évoque du coup le dernier appel de votre papa. Ouais. Donc c'est une œuvre aussi chargée de sens et d'émotions, j'imagine, pour vous. Et a-t-elle contribué alors à votre cheminement intérieur, et est-ce que ça a joué un rôle un peu d'œuvre pansement? Je sais pas comment... C'est toujours des œuvres pansement. Et ça m'a permis de continuer mon deuil et de le faire jusqu'au bout, parce que j'ai créé en pensant à lui. On a fabriqué la musique avec Mika Luna en pensant à lui. Il y a sa voix dans la bande-son. Il y a des notes vocales qu'il m'a laissées qui sont dans la bande-son. Et tout a été tourné vers lui. Et mon père était aussi mon plus grand fan, vraiment. Et donc, c'était une façon aussi de l'amener avec moi sur scène, ou de l'amener avec eux, de le mettre sur scène, quoi, et de faire une ode à mon père. Et ouais, c'est cathartique en fait d'être plongé dans le deuil de ton père, dans la mort de ton père, dans ce dernier appel, d'être rappelé à ça, et de le transformer, de le rendre plus onirique, plus fictif, plus... Ça m'a permis d'aller au bout du bout. Et c'est vrai qu'après la création, juste avant de le jouer, j'étais dans un état, tout sortait quoi. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, et je suis tellement contente d'avoir pu faire ça. Ouais, c'est une chance, c'est hyper beau, c'est un bel hommage, Mais l'art, ça sert à ça. L'art, ça sert à vivre les choses d'une autre manière. Je pense que si j'avais pas cette possibilité de créer,
je vivrais les choses beaucoup plus dramatiquement. Je serais beaucoup plus en souffrance parce que c'est comme si ouais vraiment voilà, j'exultais mes problématiques et il y en a qui sont moins dramatiques, mais tu vois la pièce Le Grand Saut SOT, c'est sur le leadership, sur la chefferie, sur comment l'homme prend le pouvoir et ne prend pas ses responsabilités. Et en fait en créant cette pièce, je me suis dit mais c'est vraiment un sujet qui me questionne moi en tant que chorégraphe, moi en tant que mère, moi dans mes relations amoureuses, humaines, et comment on prend le pouvoir sur l'autre, où est-ce qu'on prend ses responsabilités, comment on emmène les gens, est-ce que mon fils... Et en fait au début c'était vraiment par rapport aux grands leaders pharmaceutiques, agroalimentaires, machin, et au final je me dis mais en fait c'est partout. On est tous des leaders entre guillemets. On a tous un grand saut, c'est ce que je dis, on a tous un grand saut à l'intérieur. Et comment il sort et qu'est-ce qu'on en fait. Et moi j'ai appris à me responsabiliser et à responsabiliser mes équipes et à créer de manière bienveillante. J'ai envie qu'ils s'épanouissent et qu'ils soient bien. Et c'est une responsabilité parce que je pourrais être tortionnaire. Tout à fait. Et c'est pas le bon pas, non, tac, vous êtes en retard. Et en fait je tire rien des gens comme ça. J'ai été à un moment donné un peu tortionnaire au début de ma carrière parce que pleine de pression, t'es toute jeune, et en fait tu te dis mais je fais souffrir les autres, c'est pas possible. Oui, c'est pas comme ça qu'on sort le meilleur des personnes en plus en général. Exactement. Et pour moi c'est complètement monstre et compagnie. Tu vois, il y a beaucoup plus de pouvoir dans le rire, la joie et l'amour que dans la terreur, quoi. Tout à fait. Donc, on en sort toujours quelque chose de plus beau et de plus... Et de beaucoup plus fort en plus. Ouais. Tout à fait. Voilà. Pour conclure, du coup, on va revenir un peu sur Narcisse et quelles sont un peu les prochaines étapes, du coup, pour cette création Eh bien, la semaine prochaine, on rentre en résidence à la patinoire de Saint-Ouen, dans le 9-3. Je vais continuer l'exploration. Voilà, j'ai exploré plein de choses. Il y a encore demain. Je vais prendre un petit temps ce week-end et puis revenir. Tu vois, ce matin, j'étais vraiment catastrophée. Je me disais, putain, j'ai fait que de la merde. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Cet après-midi, on a fait des ateliers. Je me suis dit, non, il y a des trucs cool. Et hop, ça m'a inspiré d'autres choses. Et je me suis dit, en fait, je vais aller par là. Et je cherche tellement la justesse dans mon propos et dans ce que je veux délivrer que c'est très compliqué. Des fois, je me prends vraiment la tête. Donc, la semaine prochaine, je vais réfléchir, m'écouter, pousser aussi la gestuelle, la matière, les ateliers, les personnages. Et en fait, c'est ça, au cours des semaines... c'est ce qui va se passer. C'est le travail de longue haleine. De longue haleine et de construction. Au début, je fais beaucoup d'ateliers, de matières, de choses. Et au bout d'un moment, je taille comme un diamant brut. Et après, je le taille pour qu'il ait exactement la forme et les réflexions dont j'ai envie, quoi. Merci beaucoup, Marion Motin. Avec plaisir, merci. Pour cet échange riche et captivant. Old man, you do your thinking with a one-track mind. Keep talking about heaven and glory, but on your face is a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of bones. Nous espérons que cela vous a donné, vous, auditeurs, envie d'aller découvrir son travail. Vous pourrez retrouver d'ailleurs Narcisse dès le 22 novembre au Point commun à Cergy. C'était Camille au phare pour Westrack Radio.